Félicité, il faut bien le dire. Pierre Arditi fait un triomphe tous les soirs avec Fanny Cotenson dans la pièce La Vérité au théâtre Montparnasse. Bonsoir Pierre Arditi. Comment ça va, cher Je me suis mis sur Alexandra mon 31 du bon français aujourd'hui pour vous servir, cher ami. Je savais que vous alliez me le balancer à la tronche, celui-là. C'est quoi l'histoire? Moi, j'ai pas écouté, alors Pierre Arditi est venu dîner, il m'a parce que fait je toutes l'ai les un 5 peu minutes. aligné sur sa manière très personnelle de parler la langue. Tout à fait. Et qui est extrêmement charmante. Mais nous nous comprenons avec Pierre. Vous savez que je vous aime. Donc ça n'a pas d'importance, tout ça. Bonsoir Pierre Arditi. Bonsoir. La Vérité, comment ça donc va sur la scène du théâtre du Montparnasse de Florian Zeller avec donc Fanny Cotenson, Christiane Millet et Patrice Kerbrac qui mettent en scène donc deux épouses et deux maris, Ouais. dont l'un trompe sa femme avec celle de son meilleur ami. Oui, Extrait. Pourquoi on ne fait plus l'amour? On fait encore l'amour, mon amour. Non? On pourrait partir ensemble. Tu voudrais qu'on passe un week-end ensemble? Oui. Ah oui? Mais un week-end de combien de jours? Je voulais te parler d'Alice. J'ai l'impression qu'elle me trompe. Ah, Alice te tromper? Et on sait qui est l'enfoiré? Tu n'as pas confiance en moi, c'est ça que tu es en train de me dire? Après 20 ans de vie commune, c'est dur à entendre, Laurent. Crois-moi, c'est dur. Hein. Pour vous, c'est quoi la vérité, Pierre Arditi? Mais la vérité, comme disait Lacan, il n'y a que la vérité qui ment. Vous savez, c'est quoi la vérité? Est-ce que d'abord, Justement. est-ce que c'est bien utile de la dire? Oui, quelquefois, oui. Si au fond, s'il y a des gens auxquels on a envie de demander la vérité, c'est aux politiques. Et on n'est pas obligé de leur demander de ne pas se tromper, d'ailleurs. D'ailleurs, contrairement à ce qu'ils croient, on ne leur demande pas de ne pas se tromper, car on sait bien, ils sont comme nous, ils sont très imparfaits, ces gens-là. Mais quand ils se trompent, il faudrait qu'ils, de temps en temps, ils fassent comme nous, qu'ils disent, bah, écoutez, on s'est trompé, on va faire autrement. Pardonnez-nous, on va essayer de résoudre le problème d'une autre manière. Mais si vous avez entendu un politique dire ça une fois dans sa vie, vous me prévenez et vous me le présentez parce que c'est un héros. Le personnage du mari trompé, Oui. donc votre meilleur ami, Oui, oui. vient de se faire virer en plus. Oui. Et le vôtre s'insurge de ça et dit « Je n'en reviens pas de la façon dont ces connards l'ont mis à la porte. Les gens n'ont vraiment aucune morale, ils te prennent, ils te jettent. Ils se servent de Les toi. les C'est gens n'ont dégueulasse. plus Les gens n'ont d'éthique. plus d'éthique. Ça me révolte. Oui. Est-ce que vous, ça vous révolte? Ce que vous lisez dans les journaux Ça me aujourd'hui, oui, ça me ce genre de révolte. choses. Mais le personnage, lui, se sert d'une indignation parfaitement légitime pour masquer quelque chose qu'il est beaucoup moins, qui est sa propre lâcheté par rapport à lui-même, par rapport à sa femme, par rapport à sa maîtresse. Bon, maintenant, si vous me donnez ce que je pense, ce que je pense vraiment, c'est vrai que je suis très indigné et très... c'est aussi un problème d'éthique. Il y a quelque chose d'obscène dans ce qu'il peut y avoir aujourd'hui comme écart entre des gens qui ont pratiquement tout, ou énormément de choses, et des gens qui n'ont pratiquement plus rien. J'ai malheureusement ou heureusement vécu suffisamment longtemps pour savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. Qu'il y a eu une époque Quand on où les lisait là, riches... Non. Oui, il y a une époque où les riches... Le gouffre était moins important. Le gouffre était moins important et où les riches étaient plus sociaux. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'habitais dans un appartement où il y avait l'atelier de peintre de mon père, rue des Martyrs. Dans cet appartement, il y avait le monde entier. Il y avait des petits bourgeois, il y avait des bourgeois, il y avait un marchand de saucissons qui était à Ricrac, il y avait des anciennes prostituées, tout comme ça. Il y avait le monde. Et bien, à cette époque-là, je suis absolument désolé, mais par exemple, au moment de la sécheresse de 2003, les gens qui habitaient dans les chambres de bonne du dernier étage, personne ne serait mort. Tout le monde serait monté voir si la petite dame du machin avait de la flotte, tout le monde serait monté. Tout le monde, du rez-de-chaussée à l'avant-dernier étage. Vous croyez ça? Mais vraiment je crois pas, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et à cette époque-là, Et vous on pensez que pouvait ça, encore vous se pourriez- loger dans le cœur de Paris, car c'était dans le 9e arrondissement qui est devenu depuis un arrondissement extrêmement cher. On pouvait envoyer les gosses à l'école, on pouvait manger, on pouvait à peu près se cultiver, même si on gagnait très humblement sa vie. On gagnait encore sa vie, c'est-à-dire qu'on gagnait encore à peu près le droit de vivre. Aujourd'hui, pour toute une catégorie de la population française, ça n'est plus vrai. Voilà. Donc c'était mieux avant. Je dis pas que c'était mieux, je dis qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont indignes de la société dans laquelle nous vivons. Je dis pas que c'était mieux. Il y a des choses qui étaient mieux pour moi, mais parce que je suis un jeune vieillard nostalgique. Je dis pas que c'était forcément mieux. Je dis qu'il y a des choses qui se sont dégradées. Et si on me dit que la société qui nous attend est une société de progrès, alors j'attends qu'elle soit vraiment une société de progrès. Et le premier progrès à faire, c'est d'abord de faire que les gens qui composent cette société aillent moins mal. Alors à propos d'avant, on vient de commémorer les 30 ans donc de l'accession à la présidence de la République de François Mitterrand. Est-ce que vous pensez qu'on en a trop fait, comme certains l'ont dit? Non, on ne peut pas empêcher les gens qui ont vécu cette période-là, dont moi d'ailleurs, mais je ne suis pas le seul, heureusement, d'avoir envie de fêter ça. C'est pas seulement on n'est pas seulement dans la nostalgie, il y a eu un air du temps à cette époque-là qui était le mien, et qui était celui de beaucoup d'autres gens,
et qu'on avait envie momentanément de retrouver même le temps d'un clin d'œil ou d'un éclair. La raison, Pierre Arditi, pour laquelle je voulais qu'on parle de ça aussi, parce que vous avez été un des soutiens affichés culturels à François Mitterrand à l'époque, c'est justement ça, c'est la vérité, c'est le texte de Florian Zeller, et ce que vous jouez, vous, sur scène. Quand vous avez appris, par exemple, que François Mitterrand n'avait pas dit la vérité sur la francisque que lui avait remis le maréchal Pétain, vous êtes-vous dit qu'il avait eu raison de ne pas la dire? Je pense qu'il n'a pas eu raison, mais il y a d'autres choses qui m'ont choqué chez François Mitterrand. D'autres choses qui n'effacent pas ce que j'ai aimé chez lui. De la vérité et du mensonge, donc. Mais oui, il y a d'autres choses. Ça vous a choqué à l'époque? Oui, ça m'a choqué. Mais quand il parle... Et en même temps, je comprends pourquoi il le fait. Là-dessus, je peux pas lui en vouloir sur son état de santé, par exemple. Oui, par exemple. Par exemple. Oui. Il arrive en 81, il est élu. Il représente enfin un espoir extraordinaire pour tout un peuple de gauche auquel moi j'appartiens. Et il sait déjà après 23 ans, et il sait déjà que d'une certaine manière, il est condamné. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il arrive et il dit, écoutez, voilà, j'ai été élu, mais maintenant je vais m'en aller parce que finalement j'ai un cancer, je m'en sortirai pas et je ne fais pas. Ou alors, Surtout qu'il l'apprend immédiatement. Bon, il l'apprend immédiatement. Après, il est élu et il le sait. Oui. Bon, excusez-moi, je ne peux pas lui en vouloir d'avoir fait comme si ça n'était pas vrai. D'accord. D'ailleurs, il a quand même accompli toute une série de choses avant, malheureusement, mais ça c'est un sort qui nous est réservé à tous, à droite comme à gauche, avant de disparaître, ce qui ne manquera pas de nous arriver à vous, mon cher Thierry, donc comme à moi. Vous ne croyez pas qu'on ait peur de tomber dans la nostalgie en fantasmant sur ce que pourrait faire la gauche ou comme quand on idéalise quelqu'un ou un homme ou une femme qu'on n'a pas ou qu'on ne voit Écoutez, pas? que tout ça soit idéalisé ou un besoin d'idéalisme, et alors, ce serait pas bien d'avoir encore quelques utopies, de se dire que peut-être ce camp-là peut encore faire un certain nombre de choses qu'on ne voit plus arriver depuis un certain temps. Voilà. Je me fais assez taper sur les doigts quand je ne tape pas assez sur les doigts du président de la République actuelle. Parce qu'on me dit comme oh mais alors tu es sarkozyste. Non, je ne suis pas sarkozyste. D'ailleurs, il paraît que le couple présidentiel est venu voir la pièce. Oui, il est venu voir la pièce. Et il vous a salué. Et ça m'a aussi. fait très plaisir. Ils ont beaucoup aimé le spectacle. Et si je ne partage pas toute la sensibilité politique de Nicolas Sarkozy, comme le dirait notre camarade Astérix, Obélix, j'ai le droit d'avoir et de l'estime et de l'amitié pour lui. Voilà, d'ailleurs il le sait très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça m'empêchera pas de mourir dans la peau d'un homme de gauche. Un mot de cinéma pour terminer. De cinéma. Woody Allen a fait l'ouverture du Festival de Cannes avec Carla Bruni, Sarkozy. C'est une bonne idée, ça vous inspire quoi, Carla Bruni? Sans Carla sur les marches. Non, attendez, pardonnez-moi. Oui. Woody Allen a fait un film à Paris qui rend hommage à la ville, qui est une ville qui lui est, et un pays qui lui sont totalement acquis depuis toujours, et à très juste titre, et dans lequel Carla Bruni, eh bien, elle passe aimablement, et ça s'arrête là. Alors, c'est là encore, la presse en fait des kilomètres, mais les acteurs principaux ne sont pas Carla Bruni. Voilà, donc on l'a mis sur l'affiche, mais au fond, elle n'a pas plus de raison d'y être que Gad Elmaleh ou qu'un certain nombre d'autres camarades français qui tournent dans le film et dont on ne parle pas du tout. Et puis maintenant, comme c'est fini, il va falloir que je m'arrête. Il y a une dernière chose que vous vouliez me demander, pour le foot. Et alors, le foot? Écoutez, il y en a marre. Vous voulez que je vous dise, Thierry Dujon? Les quotas dans le foot? Non, c'est pas ça. Il y en a marre de cette logorée verbale de gens qui sont infoutus d'exprimer clairement une pensée. À l'évidence, Laurent Blanc n'est pas raciste. Il s'est empégué dans des choses qui le dépassent complètement. Les dirigeants de la Fédération française de football, en ce moment, pardonnez-moi, sont en gros à peu près en dessous de tout. Personne n'est incapable d'exprimer une pensée cohérente et normale. Est-ce qu'on est absolument obligé d'avoir des arriérés mentaux à la tête de la Fédération française de football? Non, on peut peut-être prendre des gens qui sont capables d'exprimer une chose. C'était une discussion technique qui a dérivé sur quelque chose qui est profondément inacceptable. On pourrait mettre à la tête de la Par FFF. pitié. Oui, bien sûr. Voilà, on l'a dit. Maintenant, on passe rapidement à autre chose parce que très honnêtement, On court les sur le problèmes terrain, de la France surtout. et des Français, c'est beaucoup plus grave que ça. Merci beaucoup, Pierre. Et hystéroïde, je m'en rappellerai pour la suite. Bernard Lecomte sera notre invité et Coq Robin en live pour l'heure. Je file en cuisine. Alors eux, C'est la ils ont fête, des mon cher. brushings, c'est normal, c'est pas la même génération. Bon. Bye bye, Pierre.